importante. Quand on touche à ces femmes, on touche au clan, à la force qu'elles représentent. Oui, tout à fait. Avoir été éduquée par une survivante de l'Est du Congo, ça laisse des traces, des émotions très fortes. Et donc, par son exemplarité, j'ai pu hériter de cette force, cette résistance. Elle ne s'est pas permise, même si elle était ici en Belgique, de vivre. Elle est continuellement restée dans cette survie. Vous parlez de votre maman qui représente toutes ces femmes congolaises. Exactement. Je me dis, ma mère, comme beaucoup d'autres femmes, représente ce pilier, cette sécurité. Tout autour d'elle gravite une famille où on trouve sérénité et elles assurent les pérennités. Dès qu'on touche à ces femmes, dès qu'on touche à cette force, ben c'est le chaos total. Et le témoignage que ma mère nous a laissé, c'est de pouvoir tenir contre toutes ces nuisances, parce qu'elle, évidemment, est pas une résistante, mais une survivante d'avant les 30 années dont l'Empire du Silence parle maintenant, suite à la décolonisation et tout. C'est encore une autre histoire. C'est une histoire qui se répète finalement, mais où on va chaque fois chercher les femmes parce qu'elles sont, comme vous le dites, un pilier de cette communauté congolaise. Exactement. Et ils ont compris que les détruire était le meilleur moyen de détruire toute une société. Et moi, en tout cas, j'ai compris que par la résilience, une résilience qui est en train de s'affaiblir aussi, parce que suite à l'esclavagisme, à la colonisation, et puis là maintenant les conflits toujours à l'est du Congo, ben, la résilience elle diminue, donc il faut vraiment renforcer cette résilience. Et là, l'Empire du Silence, évidemment j'en pleure encore des larmes de mon cœur et de mon corps, parce que c'est incroyable. J'ai vécu en Belgique, mais je ressens à l'intérieur de moi ce que, par ma mère, j'ai reçu. Cette souffrance, je l'ai ressentie, mais elle m'a donné de la vaillance pour être là aujourd'hui, pour pouvoir m'exprimer à leur nom et au nom de toute cette tantine, sa grand-mère, sa fille, mes cousines, tout. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes d'ailleurs avec nous ce soir. Oui. Autre invité également, le professeur Kadière, Guy Bernard Kadière. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes professeur de chirurgie à l'ULB. Vous êtes vraiment le bras droit du docteur Mukwege. Vous opérez à ses côtés à Panzi. C'est vrai qu'en RDC, le viol, c'est pas qu'une pulsion, c'est une stratégie de guerre. Oui, le but du viol là-bas, c'est en fait occuper le village, l'occupation territoriale, après déplacement de la population. Alors comment est-ce qu'on peut déplacer la population? Grâce à un viol collectif, massif, qui concerne toutes les femmes du village, sans distinction d'âge, un viol avec torture et en public. Alors, évidemment, lorsqu'on viole en public, eh bien, là, il y a l'humiliation et la honte pour la victime du viol, mais également pour son mari, qui n'a pas su la protéger. Et donc, ces gens-là sont stigmatisés et ils recherchent l'anonymat et ils fuient le village, déplacement de la population. Les viols se font en public et d'une manière répétitive. Donc, après un certain temps, il y a une notion d'insécurité et les gens quittent le village aussi, ou les villages, la région, parce qu'ils veulent trouver un endroit plus sécurisant. Oui. Et puis finalement, ceux qui restent, eh bien, ils sont humiliés, ils ont perdu l'estime de soi, et donc il y a une perte d'identité individuelle, perte d'identité communautaire, perte de la cohésion sociale. Alors ils sont une proie facile pour les groupes armés? Et ils deviennent une proie facile parce que s'ils ne savent pas s'organiser, ils ne savent pas se défendre. Et quand on ne sait pas se défendre, eh bien, ça facilite finalement les bandes armées de s'installer dans le village, là où il y a donc les minerais, faire cette exploitation, et ils peuvent facilement réduire en esclavage les gens qui sont restés pour exploiter les mines. Thierry Michel, c'est vous, je le répète, qui signez ce film. On a là des constats terribles. Hein. C'est un plaidoyer pour un changement radical. Il n'y a pas, selon vous, qui connaissez ce terrain congolais, des changements assez significatifs par rapport à ces situations? Il y avait d'abord une loi du silence, très claire. Je suis d'ailleurs surpris dans le film, ce qui m'a rassuré, c'est que certains témoins ont osé parler. C'est la première fois que des victimes osaient identifier les tortionnaires, les criminels.
Jusque-là, c'était la loi du silence absolu. La crainte d'aller devant les tribunaux, la crainte des représailles, la crainte d'être embrigadé dans des tracasseries administratives et financières aussi, du racket, etc. Voilà, mais ce film-là, en tout cas, brise cette loi, pas seulement au Congo, où j'ai été présenté le film, mais internationalement aussi, parce que finalement, tout le monde avait quelques images éparses du conflit congolais, mais un peu comme un puzzle éclaté, il fallait reconstruire la fresque pour bien comprendre l'enchaînement des événements, pourquoi il y a ces guerres depuis 25 ans, évidemment pour la prédation des richesses et pour des raisons géopolitiques, mais il fallait briser absolument ce silence parce que il y a une forme d'impuissance de la communauté internationale, mais qui touche quand même à la complicité. Et ça, nous allons en parler effectivement un peu plus tard. Oui, mais je vous propose d'abord de prendre, c'est l'évidence, de prendre le pouls du Congo. Et nous allons retrouver directement notre correspondant, c'est Patient Ligodi qui nous attend sur place à Kinshasa. Patient, la population est-elle en attente face à ces violences, face surtout au manque de suivi de la police, des instances judiciaires ? Il faut dire que cette soif de justice se ressent davantage dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous savez, ces violences, on les a d'abord ressenties dans ces provinces-là. Il y a beaucoup d'associations de victimes qui s'organisent notamment autour des figures comme le prix Nobel de la paix Denis Mukwege ou encore des activistes comme Julien Lusenge dans le Kivu. On a également dans la province de la Chopo d'autres organisations qui sont mises en place autour des figures comme Dismas Kitenge qui demandent toujours beaucoup de réparations. Donc on voit vraiment qu'il y a cette demande de la part de la population locale pour qu'il y ait plus de justice, mais il y a aussi une réponse du gouvernement qui est en train d'être organisée. Pour illustrer justement cette soif de justice, on va suivre à ce propos ce sujet qui a été réalisé à Goma. Le gouvernement devrait arrêter cette attitude d'hypocrisie. Le gouvernement devait arrêter cette attitude parce que c'est un schéma très, très désolant. Les gens connaissent les choses, les gens se taisent. C'est d'ailleurs l'esprit même du documentaire, l'empire du silence. Il faudrait briser ce silence. Au niveau national, nous voudrions que ce film, Empire du silence, soit consommé au plus fin fond de la RDC. Et ce film doit être traduit en toutes les langues nationales pour que même le bas peuple, même la vieille dame qui se retrouverait au coin et au recoin de la République puisse quand même savoir qu'est-ce qui s'était passé dans son pays pendant un certain moment. Voilà donc pour ces voix qui émanent de la population congolaise. Nous allons interpeller les autorités congolaises dans quelques instants. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Sylvie Sarolea. Vous êtes juriste à l'UC Louvain. Vous connaissez les droits internationaux des droits humains. Vous allez en voyage régulièrement en RDC. Vous sondez ce sentiment d'impunité. Il est donc bien réel. Est-ce qu'il fait baisser les bras et les espoirs ? Alors non, il ne fait pas baisser les bras. Alors c'est de l'impunité, non pas depuis 1 an, 2 ans, mais depuis 25 ans, et avec en plus des massacres qui se perpétuent. Et donc c'est une impunité vécue par 1, 2, 3 générations. Et on pourrait se dire que dans certaines sociétés, il pourrait y avoir, et on comprendrait, une forme d'abattement. Et à l'est du Congo, cet abattement, et ailleurs au Congo, il y a d'autres régions qui ont été touchées, on n'observe pas cet abattement. On observe au contraire une société civile extrêmement dynamique, très plurielle, intergénérationnelle. Ce ne sont pas uniquement les générations qui se souviennent, mais aussi les jeunes qui prennent le relais, qui essayent de comprendre. Une société civile mixte, pas uniquement des femmes victimes de violences sexuelles, des hommes également, qui tentent de comprendre et de se mobiliser. Alors il y a 2 approches possibles face à l'impunité. Il y a l'approche qu'on identifie comme étant top-down. On attend que les autorités interviennent, mais alors on dépend en permanence du contexte politique et géopolitique, ou l'approche qu'on appelle bottom-up, on part de la base et on observe la base et comment elle fonctionne. Et cette base est extrêmement dynamique. Cela va d'associations de femmes, d'associations de droits humains, d'associations de journalistes, mais également de cliniques juridiques qui fleurissent au sein de différentes ONG, mais pas uniquement les grosses organisations internationales, oui, mais il y a les aussi ONG les petites, tout à fait, locales, qui veulent au moins collecter les informations, tenter de les comprendre et les faire remonter là où elles peuvent, devant les tribunaux, devant des instances régionales et pourquoi pas internationales. Mais dans un contexte
aussi difficile, cela pose la question, du maintien de la motivation, et puis le contexte de la création de la confiance entre tous ces acteurs. Quand le contexte est si difficile, à qui peut-on parler? Comment peut-on parler? Quand peut-on parler et parler de quoi? Ça, c'est pour la mobilisation de la population, des ONG, de la société civile. Voyons ensemble quelle est la mobilisation des autorités congolaises directement interpellées. Évidemment, nous avons depuis le Congo la parole du gouvernement avec son ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Merci, Monsieur Muyaya, merci, Monsieur le ministre, d'accepter de répondre à nos questions. Ma première question, justement, elle sera très simple, très basique. Pourquoi y a-t-il encore aujourd'hui et toujours des conflits, des massacres de population dans l'est du Congo? Est-ce que le président Tshisekedi manque de pouvoir? Est-ce que son armée manque de force? Est-elle trop faible pour enrayer cette violence? Bon, je crois que c'est une question complexe qui ne saurait se résumer à la présentation que vous faites, parce que quand vous faites une allusion à l'armée, une armée dans le contexte qui est le nôtre doit être reconstruite pleinement. Je crois qu'il faut regarder la situation de l'Est au départ du génocide rwandais de triste mémoire, parce que c'est le point de départ justement de ces différents cycles de violence. Et depuis cette période, la République démocratique du Congo a connu au moins 10 fois plus de victimes que le Rwanda ne l'a connu durant cette période de génocide. N'oubliez pas que le pays a connu des années de rébellion où il a été divisé. Il y a eu un laborieux processus de paix qui s'est achevé à Sun City, où il y avait ces besoins justement de faire un brassage ou un mixage de l'armée. On a mixé de troupes qui venaient des différents horizons, et donc ceci posait déjà un problème en termes d'homogénéité. Et depuis l'époque, il y a des groupes armés et de l'instabilité qui est délibérément entretenu par certains pays voisins, le cas du Rwanda actuellement, pour vous donner une illustration. Et donc, à l'arrivée du président Tshisekedi en 2019, il y avait justement cette priorité à accorder sur la question de la sécurité. Mais pour régler le problème de la sécurité dans cette partie du pays, il faut la regarder sur plusieurs dimensions. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous n'avons pas encore réussi à endiguer ces cycles, malheureusement, mais nous pouvons dire que nous avons fait d'énormes progrès, notamment au plan de la maîtrise de toutes les questions. Grâce à l'état de siège, on a arrêté beaucoup de trafic et on a pu se saisir d'autres réalités. Il y a des programmes de réforme qui sont en cours au niveau de l'armée, parce que vous savez qu'au niveau de l'armée, il faut à la fois contrôler les effectifs, s'assurer de l'approvisionnement, s'assurer malheureusement de la loyauté ou de certains. Vous avez suivi qu'il y a eu des arrestations récemment au niveau du commandement militaire dans la région sur le front avec les Rwandais, parce qu'il y a malheureusement eu dans cette région beaucoup de connivences, beaucoup de complicités, beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées et qui ont permis, par exemple, aux pays voisins de construire une économie derrière cette situation de guerre. Mais à l'échelle locale, les autorités locales, le système judiciaire, est-ce que là, les choses, selon vous, progressent pour contrer ce sentiment et les faits d'impunité? En quelques mots. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de volonté dans les chefs du gouvernement pour amener la justice. Je vous donne un exemple. Le gouvernement travaille étroitement avec le docteur Mukwege à travers le ministère des Droits humains. Et nous savons tous que le combat du docteur Mukwege, c'est la justice transitionnelle, c'est aussi la réparation de femmes victimes de violences sexuelles. Et dans cet élan, même la distinguée première dame s'est impliquée pour que ces processus se mettent en place. Et nous pensons qu'il serait bien d'envisager une justice internationale au regard de crimes qui sont commis de leur échelle. Il y a quelques jours, à Maboya, dans le Grand Nord, dans les Kivu, une sœur docteur a été brûlée dans un hôpital. C'est des crimes de guerre qui sont les faits des terroristes. En tout cas, du côté du gouvernement, il y a un besoin de sanctionner de manière exemplaire
tous ceux qui recourent à la violence, parce que si on n'apporte pas la justice aujourd'hui de manière efficace, il n'est pas exclu que le mal que nous déplorons aujourd'hui se répète. On vous retrouve dans quelques instants, Monsieur Mouyaya. Je me tourne à nouveau vers mes invités. Jean-Jacques Mondo, bonsoir. Vous êtes expert des questions militaires et sécuritaires en Afrique subsaharienne. Quand vous entendez ce discours officiel, bien sûr, est-ce que vous y croyez fondamentalement ? Madame, je pense que le ministre s'est limité plutôt à faire une analyse descriptive de la situation, une analyse où il projette plutôt la responsabilité de ce qui devrait être fait par le gouvernement aux autres, notamment au niveau de la communauté internationale, au niveau de la région. Mais je n'ai pas suffisamment entendu des déclarations dans le sens des réformes qui sont attendues. Mais parlons concrètement. Si on prend par exemple la police qui est au contact direct de la population, le citoyen congolais peut faire confiance en la police ? Aujourd'hui, il y a très peu d'indices qui tendent à le démontrer pour la simple raison que si vous prenez par exemple le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ces rapports renseignent que ce sont les services de police et aussi les forces armées qui sont en grande partie responsables des graves violations des droits humains. Donc dans ce contexte, il est difficile pour la population de créer un climat de confiance avec la police qui est censé assurer sa sécurité et sa protection. Et la crainte est que nous évoluions vers 2023, qui est une année électorale. Oui. La césure risque de s'accentuer entre les populations et les services de police. Le ministre a mentionné la question de l'état des sièges. Tout le monde sait que depuis que cette mesure a été décrétée, il y a eu plus commission de massacres, plus commission d'attaques ou d'assassinats que la période qui a précédé cette mise en œuvre de l'état des sièges. Donc aujourd'hui, il est très difficile d'avancer que la population pourrait faire confiance à la police, et notamment par rapport à ce que le docteur a dit tout à l'heure. On va lui donner la parole d'ailleurs, si vous voulez bien. Okay. Et on continue avec vous, professeur Kadière. Vous êtes en contact direct avec des victimes à qui vous tentez de poser quelques questions de contexte. Où cela s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Et à cause de qui ? Quelles sont les réponses que vous obtenez ? D'abord, les survivantes, parce qu'on ne les appelle pas des patientes, il faut déjà qu'elles aient survécu et qu'elles arrivent à l'hôpital. Ces survivantes, d'abord, elles ne comprennent pas pourquoi elles ont été violées. Et alors, en pire, parfois, elles pensent qu'elles sont coupables de ce viol. Donc, quand on leur dit « vous n'êtes pas coupable, vous êtes une victime et vous devez défendre votre droit par rapport au bourreau », alors là, c'est l'incompréhension totale. Il n'y a pas de loi pour défendre les gens faibles et pas d'appareil d'État pour faire respecter ces lois. Ça, c'est votre constat sur le terrain. Vous ne voyez pas venir des enquêteurs qui disent « il y a des victimes chez vous, nous venons à la rencontre de ces victimes pour des questions élémentaires dans une enquête comme nous connaissons tous en Belgique ?» Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont là, notamment à l'hôpital Panzi, il y a des gens pour conscientiser ces survivantes. Mais en fait, il n'y a pas d'appareil judiciaire là où on est. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de police. Donc voilà, il y a une impunité complète des bourreaux qui se vantent en public de leurs exploits. Là où moi je suis. Je ne connais pas le reste de la République démocratique du Congo. L'impunité des bourreaux, c'est ça, c'est une réalité, c'est bien ça le problème. On sait aussi qu'il y a des personnes qui sont réintégrées, Monsieur Mondo, que ce soit au sein de la police ou au sein de l'armée. Et ça, c'est un problème. On y retrouve d'anciens rebelles, d'anciens bourreaux. L'impunité reste une grande préoccupation et une cause aussi de la pérennisation de cette situation d'insécurité, particulièrement au sein des forces armées, où jusqu'à présent, nous continuons à trouver des personnes qui étaient responsables dans des rébellions passées, qui se retrouvent dans des postes de commandement stratégique. Plus récemment, le président a fait l'état de cette situation des mixages, tout comme le ministre l'a dit. Mais les dernières nominations, par exemple, au sein de l'armée, on retrouve la
deuxième place de l'armée, donc le chef d'état-major général chargé des opérations et des renseignements. Et dans le domaine militaire, c'est vraiment le chef de l'armée, parce que c'est le chef opérationnel de l'armée qui est un ex-rebelle qui a collaboré avec deux seigneurs de guerre qui ont été condamnés à la CPI. Donc, et ça, ce sont des faits. Ce sont des faits, et ce sont des faits qui pose question. Réellement. D'ailleurs, nous allons retourner à nouveau à Kinshasa avec vous, Patient Ligodi. Il y a la responsabilité du pays donc, qui est en jeu, on l'a bien compris, responsabilité de la RDC. Et il n'y a pas que ça. Et là, on va rejoindre ce que disait le ministre Mouyaya. Il y a la responsabilité de la communauté internationale. Oui, cela se ressent particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez des populations qui se trouvent piégées et qui non seulement blâment le gouvernement ou l'absence de l'autorité de l'État, mais qui pensent également se retrouver dans une situation où des puissances étrangères ou encore des puissances régionales ou encore des multinationales se battent pour notamment les richesses qui se trouvent dans le sous-sol congolais. Il y a ça, mais quand on voit en termes de demandes, généralement, on regroupe deux types de demandes. On a une demande qui tourne autour du rapport du projet Mapping qui recense, on va dire, les crimes contre l'humanité qui ont été commis en RDC entre 1993 et donc 10 ans d'écart, donc ça permet aux Congolais de pouvoir justement avoir un outil qui permet de demander. La deuxième chose qu'on est en train de dire, c'est en fait, on va dire, l'installation d'une justice internationale, un tribunal pénal international sur la République démocratique du Congo. La remise sur orbite de ce rapport Mapping pour qu'il soit discuté au niveau international, et 2, on va dire, l'installation de ces tribunaux internationaux sur le Congo, sur les crimes commis au Congo, sont là les deux grandes demandes qui sont formulées par les populations. C'est d'ailleurs ce qu'on ressent dans les interviews qu'on a pu réaliser, que la rédaction a pu réaliser à Goma à ces sujets. Il faut que les acteurs de ces atrocités soient punis. Par qui ? Comme et le gouvernement et la justice à impliquer, ça devient un peu compliqué. Mais la question que je me pose, c'est quel est le rôle de la communauté internationale qui, à un moment donné aussi, nous considérons comme complices. À un moment donné, la communauté internationale s'érige en compteur des cadavres, en compteur de violences. Normalement, ça ne serait pas ça son rôle. Son rôle serait peut-être d'aider à abolir cette situation d'impunité qui règne dans notre pays et que justice soit faite et que ces cycles de violence prennent fin. C'est un message que nous lançons à la communauté internationale de voir comment nous mettre en place cette justice transitionnelle afin que nous arrivions à voir, donc que les victimes voient leurs bourreaux être condamnés, que les victimes comprennent quand même qu'il y a une justice et que même ceux qui veulent emboîter les pas au bourreau comprennent que cette fois-ci les choses ont changé. Voilà, que la justice soit faite au niveau de la communauté internationale. Je vous propose d'aller au siège des Nations Unies. C'est Carrie Noten qui est notre correspondante sur place à New York. Carrie, on vient de parler de cette enquête de l'ONU, de ce fameux rapport Mapping. Pourquoi ne sort-il pas des tiroirs ? Pouvez nous détailler d'ailleurs ce qu'il y a dans ce fameux rapport ? Oui, alors le rapport Mapping, c'est un rapport explosif, si vous voulez, qui recense les atrocités à grande échelle. Il a été réalisé par 35 experts de l'ONU, rendu en 2010. Ces experts ont dressé, si vous voulez, une carte des massacres de masse qui ont été réalisés sur une période de 10 ans, entre 1993 et 2003. Ces experts ont recensé 617 violences et encore, ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils étaient loin du compte, qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour tout recenser. Ils ont dressé aussi une base de données des auteurs de ces crimes. C'était, si vous voulez, le premier essai de l'ONU pour documenter au Congo. C'était le premier effort pour tenter de mettre fin à l'impunité. Mais voilà, ici, on a bien compris que beaucoup ont eu peur que ces détails ne révèlent trop de secrets, n'impliquent trop de monde, que cela déstabilise encore plus la région. Et donc, ce rapport moisit dans un tiroir de l'ONU à Genève depuis 12 ans. Alors que, si on était très honnête, eh bien, ce serait l'outil parfait pour enclencher un mécanisme de justice internationale, un TPI, pourrait être activé sur la base de ces données. Mais pour Bintou Keïta, qui est la chef de la mission de l'ONU en RDC, eh bien, tout cela ne dépend pas des Nations Unies. Il faut que ce soit une demande exprimée par
l'autorité congolaise. Et les formes et les modalités doivent être décidées conjointement. Je sais, pour avoir été dans un rôle précédent sous-secrétaire général pour l'Afrique, que dans certains pays, comme au Soudan, comme en Centrafrique, République centrafricaine, il y a des tribunaux mixtes qui ont été mis en place. Mais il faut juste se dire que ça prend du temps. Ce sont des discussions, ce sont des négociations, et je pense que ça prendra le même chemin à un moment donné quand il y aura une rencontre entre la volonté de l'État congolais et une discussion avec les organisations de l'ONU, à la fois le Haut Commissariat aux droits de l'homme, mais aussi le Conseil de sécurité. Bintou Keïta, qui renvoie la responsabilité aux autorités congolaises, dont acte. Nous retournons au Congo, à Kinshasa, aux côtés du ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Mouyaya. Monsieur le ministre, pourquoi les autorités congolaises ne demandent-elles pas à l'ONU de mettre en place un tribunal pénal international sur la base notamment de ce rapport mapping ? Non, je crois qu'il y a une volonté politique claire de parvenir à la justice, et je pense que je veux me référer à ma collègue de la justice pour avoir la dernière mise à jour sur le sujet. Mais c'est des questions qui ont déjà été abordées parce que nous pensons que la justice est une composante essentielle qui doit nous permettre aujourd'hui d'éviter des cycles à répétition. Je m'en voudrais de ne pas revenir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure parce que c'est pas toute la police, c'est pas toute l'armée qui est responsable des exactions ou des écarts. Il faut que cette démarcation soit faite parce que parfois cette généralisation est de nature à démotiver ces militaires et ces policiers qui dédient leur vie au quotidien pour régler la situation de certains compatriotes, en tout cas pour ceux qui ont besoin de sécurité. Voilà pour revenir sur point. ce qui se disait sur le rapport mapping, je crois qu'il y a... Oui, c'était nécessaire justement pour éviter que nous tombions dans cette forme de généralisation qui couramment salisse l'image des vaillants militaires et des vaillants policiers. Mais pour ce qui concerne le mapping, et pas seulement, parce que le mapping concerne une période donnée, les mappings, je pense, c'est clôturé en 2012, mais entre-temps, il y a 10 ans, il y a des crimes qui ont continué à se perpétuer et pour la plupart qui ont aussi été recensés, qui ont fait l'objet de rapports de Nations Unies. Aujourd'hui, il y a une liste, notamment des officiers du M23 qui sont en liberté au Rwanda, mais qui sont reconnus comme tels par les Nations Unies et qui doivent être amenés à la justice. Bon, en tout cas, il y a une composante judiciaire qui sera vigoureusement enclenchée pour nous permettre de prendre en charge toutes ces questions et d'apporter des réponses. Mais vous m'avez dit, il y a une volonté, pardon, c'est difficile avec le décalage, vous m'avez dit, il y a une volonté politique claire, je vais être plus précise, volonté politique claire de demander aux Nations Unies d'actionner l'existence d'un TPI, d'un tribunal pénal international, pour qu'on s'entende bien. Eh oui, pas seulement, mais il faut qu'on aille la justice à ces niveaux-là. J'ai évoqué tout à l'heure le besoin d'avoir une justice à l'international, mais aussi il y a le processus de justice transitionnelle qui s'est mis en place en interne, parce qu'il ne s'agit pas seulement de regarder les conflits à l'Est, mais il y a eu des conflits dans le Kasaï. Et donc, dans le cadre de la politique de l'état de droit que prône le président Tshisekedi, tout sera mis en place pour que toute forme de justice se mette en place pour que ceux qui ont commis des crimes, ceux qui en commettent, puissent répondre de leurs actes, qui qu'ils soient, dans l'armée, dans la police ou dans la société civile, les groupes armés. Tous ceux qui commettent des actes qui touchent à la vie des uns et des autres doivent en répondre. Merci en tout cas, Monsieur Mouyaya, pour cette intervention. Merci d'avoir répondu à nos questions. Marie Daule, on parle de la dimension internationale de ce conflit. Cette guerre, elle a effectivement une dimension qui va bien au-delà du Congo. Quand on a discuté ensemble, vous m'avez dit « ce ne sont pas que des Noirs qui se battent entre eux ». C'était vos mots. Ce ne sont pas que les Congolais et même l'Afrique. Effectivement, ça vient d'ailleurs. Très naïvement, moi, mon passage à Bukavu cet été, pas Bukavu, pardon, Goma, j'ai vu des mercenaires de toutes les nationalités. J'ai vu la présence des Chinois, des Uruguayens, c'était effrayant. J'ai essayé de communiquer. On ne sait pas à qui on a affaire, à un criminel, à une personne de paix, de guerre. Et on doit
restait en 360 degrés, en éveil continuel. Et puis, toutes les 15 minutes, des cargos passaient au-dessus de nos têtes. C'était effrayant. Je me suis dit, mais le trou qu'il doit y avoir énorme dans les terres. Et là, je sens que la corruption et l'impunité sont vraiment ensemble. C'est-à-dire que les juristes, les avocats deviennent des hommes d'affaires. On achète la possibilité le droit de. Il n'y a pas de justice. La corruption domine. Ouais, ces mots, hommes d'affaires, ils ne sont pas anodins. Benoît Feith, cette dimension internationale, elle est aussi liée aux richesses, immenses richesses du Congo. Évidemment, et c'est un des points qu'on a abordé avec le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, que j'ai eu le plaisir et la chance de rencontrer lors de ses récents passages en Belgique. L'homme n'est pas toujours facile à saisir. Évidemment, il travaille beaucoup dans son hôpital Panzi à Bukavu, mais il sillonne également le monde pour appuyer ce plaidoyer pour la fin de l'impunité. Mais il nous a malgré tout accordé une longue interview dans laquelle je lui ai notamment posé cette question pour détruire un petit peu un mythe qui est parfois véhiculé par certains médias occidentaux, comme quoi cette guerre au Congo, finalement, serait une répétition de guerre d'ordre ethnique. Alors, on ne va pas nier qu'il y a évidemment des problèmes d'ordre ethnique au Congo, mais il n'y en a pas uniquement à l'Est, il y en a également à l'Ouest. Et quand on creuse, on se rend compte que ces problèmes d'ordre ethnique, en fait, trouvent leur source souvent dans un problème d'ordre économique, de l'accès à la terre, de l'accès à des pâturages. Donc c'est finalement, pour le dire simplement, l'extrême précarité de la population congolaise qui alimente les conflits d'ordre ethnique. Mais ici, dans le cas précis du conflit dont on parle à travers le film de Thierry Michel, cette lecture du conflit de manière ethnique est bien trop courte pour être complète. Et c'est d'ailleurs ce que le docteur Mukwege nous a expliqué dans cette interview. Selon lui, l'explication de cette guerre se trouve bien ailleurs, et cette explication concerne également, évidemment, la communauté internationale. Je vous propose de l'écouter. Souvent, à l'hôpital, moi, je vois toutes les tribus dans les lits, et pour eux, ce n'est pas un problème de vivre avec les autres. Seulement qu'elles ne comprennent pas, ces femmes ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé. Et on n'a pas aujourd'hui le courage de pouvoir expliquer que c'est puisque nous avons besoin des minéraux rares pour nos téléphones, pour nos laptops, qu'on impose à la population congolaise toute cette souffrance. Ayons le courage de le dire, puisque c'est ça la vérité. C'est une guerre économique, hein, qu'on essaie de maquiller, transformer en guerre interethnique, mais ça ne marche pas, parce que ce n'est pas la vérité. Jean-Jacques Wando, on parle dans les pistes de solution d'une force régionale africaine. Encore une force qui viendrait sur le terrain des pays voisins, censés venir remettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Ce sera une vraie aide, ou ce sont là aussi des prédateurs de ces fameuses richesses dont parlaient Benoît Feith et le docteur Mukwege? Je m'aligne sur les propos du docteur Mukwege pour dire que cette force est au départ composée des pays qui, majoritairement, ont agressé le Congo en 1996 jusqu'en 2002. Et aujourd'hui, on appelle ces mêmes pays de venir assurer la sécurité, alors que jusqu'à présent, toutes les initiatives qui ont été prises par les passés, il y a eu des opérations conjointes, il y a eu plusieurs opérations menées sur les terrains qui n'ont pas abouti à des résultats assez positifs. Donc pour moi, ces pays viennent dans une logique, on dit géoéconomique, de réinvestir un espace qu'ils ont occupé par les passés pour pouvoir exploiter les ressources naturelles, minières ou énergétiques qui sont dans la région. Donc derrière l'argument militaire, il y a un enjeu économique, mercantile, qui sous-tend cette force qui doit se mettre en place, où chacun vient occuper l'espace de terrain qu'il a quitté au fur et à mesure que l'évolution de la situation politique a évolué depuis quelques années. Donc ce n'est pas une aide, et on sent même qu'au niveau de la mise en place de cette force, ça pose problème. Le pays comme l'Ouganda, qui a agressé le Congo, on en a parlé avec la guerre de 6 jours avec le journaliste Ligodi, mais l'Ouganda est déjà au Congo, aux côtés des autres opérations qui sont menées dans le cadre de l'état de siège. Et aujourd'hui, on apprend que les troupes ougandaises sont en train de sécuriser plutôt les routes
qui sont en train d'être construites pour acheminer les ressources du Congo vers l'extérieur. Voilà, on tourne toujours autour du même problème, la recherche de ces richesses. Merci, Monsieur Wondo. Thierry Michel, autre piste de solution, c'est ce qu'on appelle cette fameuse justice transitionnelle. Même le ministre de la Communication nous en parle. Mais elle est où, cette justice transitionnelle? Vous réclamez quoi, vous? Il faut qu'il y ait des outils. Alors, il y a une première chose par rapport au rapport Mapping, c'est qu'il a été expurgé du nom des criminels qui fait partie d'une base de données. On parle de crimes qui se sont passés il y a 25 ans. La base de données est confidentielle. Donc, des criminels de guerre, des criminels de crimes contre l'humanité sont toujours protégés par la confidentialité 25 ans après. Je rappelle quand même qu'il y a eu le tribunal de Nuremberg un an après les crimes commis par les nazis et que pour le Rwanda, on n'a pas attendu non plus. Et qu'on n'attend d'ailleurs absolument pas pour l'Ukraine, puisqu'on a déjà des enquêtes précises et des sanctions qui sont prises. Là, cette confidentialité est complètement une absurdie. D'autre part, il faut que la justice ait les outils. Et je pense que là, je ne comprends pas qu'après les Nations Unies, entre autres, soient là depuis 20 ans avec un budget qui dépasse les 30 milliards de dollars. On n'ait toujours pas mis sur pied les outils qui permettent à la justice de travailler. C'est-à-dire une police d'investigation, une police scientifique, il n'y en a pas. Une banque ADN, il n'y en a pas. Une médecine médico-légale, il n'y en a pas. Ce qui permettrait l'exhumation des fosses communes et les identifications des corps, c'est le début de la recherche de la preuve. Parce que ce qu'on voit dans le film, c'est qu'on est en train de vider les fosses communes des corps qui y sont pour cacher les crimes qui se sont passés, et que les 2 experts des Nations Unies qui avaient en charge de lister ces fosses communes ont été exécutés, ont été assassinés. C'est ce qu'on a vu, ça veut dire image cruelle, il y a donc, on ne se donne pas les moyens. Pourquoi? C'est la question centrale. Pourquoi on ne se donne pas les moyens de commencer le travail judiciaire? Alors, il était question de temps, dans la réponse notamment du ministre. Après autant d'années, après 25 ans, la question de temps commence à devenir un peu obsolète. Sylvie Sarolea. Il y a là quelque chose qui ne tient pas la route. Sylvie Sarolea, la fameuse question du tribunal pénal international, elle pose justement question parce que ça peut être à double sens. Alors, on a, comme dans toutes les sociétés qui ont été confrontées et qui sont encore confrontées, pour la République démocratique du Congo, à des crimes de masse, à de massives violations des droits humains, les spécialistes vont dire, eh bien, on a un choix à faire entre, d'un côté, la paix et d'un autre côté, la justice. Pourquoi ce choix? Eh bien, la paix signifierait mettre un couvercle sur la casserole en se disant, eh bien, le prix à payer pour la paix, c'est de se taire, de réintégrer, vous avez parlé tout à l'heure, mais de l'armée avec le brassage, mais pas uniquement au niveau de l'armée, de réintégrer au niveau congolais, au niveau du pouvoir exécutif, au niveau du pouvoir législatif, à des hauts niveaux de l'État, des personnes qui étaient impliquées, et en se disant, eh bien, en les mettant autour de moi, j'évite qu'ils me réattaquent à nouveau. Et donc, c'est ce couvercle. Le problème, c'est que là, on a une véritable casserole à pression, parce que le feu est encore en dessous, et on connaît tous l'image de la casserole à pression. À un moment, mettre le couvercle ne suffit pas, d'autant que cette paix qui est créée, on le voit ici, est une paix qui est tout à fait bancale. Et donc, non seulement on n'a pas la garantie de la paix, mais on n'a pas non plus la garantie de la justice. Et d'un autre côté, l'absence de justice chez des populations qui ont un sentiment d'impunité et donc sont dans une relation de défiance avec les autorités, même si ces autorités avaient de la bonne volonté, ne permet pas de rentrer dans le cercle vertueux. C'est pour ça que des mécanismes de justice transitionnelle qu'ont connus d'autres pays, qui sont des mécanismes qui requièrent de l'imagination, peut-être fonctionner autrement que devant des tribunaux judiciaires classiques, différentes formules existent, c'est assez technique, peuvent être des alternatives qui sont au croisement de la paix et de la justice. Professeur Cadière, on parle ici des bourreaux, mais surtout des commandants, ceux qui pourraient répondre devant un tribunal. Il y a aussi ces petites mains armées qui sèment également le mal et les massacres et les viols. Vous, qui êtes chirurgien, je le rappelle, sur le terrain, vous rencontrez des victimes, vous rencontrez aussi des bourreaux. Quand vous leur parlez, est-ce qu'ils ont conscience de ce mal ? Bon, on n'en rencontre pas beaucoup. On rencontre surtout les survivantes qu'on soigne. Mais enfin, bien sûr, bien sûr, on a des dialogues avec assez surréalistes avec des enfants soldats qui ont dû tuer leur maman et couper leur sein pour pouvoir rentrer dans le groupe. Donc, ces enfants soldats n'ont absolument aucune notion de morale. Et quand on essaie de leur expliquer quelque chose, au bout de ce qu'on dit, voilà, est-ce que tu penses que c'est bien de tuer ta maman, etc.
Bon, je me souviens la dernière fois où, à l'issue de cette espèce de culpabilisation, le gosse avait répondu ma sandale est détachée, est-ce qu'on peut la resserrer ? C'était ça sa préoccupation. C'était ça sa préoccupation. Et donc, il faut comprendre ici que on vit dans une civilisation, dans une démocratie, mais que c'est des systèmes extrêmement fragiles qu'on devrait défendre chaque jour. Et si on ne le fait pas, eh bien alors on va très très vite, on évolue très vite si on ne réagit pas à la barbarie, l'absence de morale et l'impunité. Et si vous voulez avoir l'illustration de comment vont vivre vos enfants et vos petits-enfants, allez là-bas. Et ce n'est pas parce que c'est la population, je rejoins ce que Marie-Dôme dit, le problème, c'est aussi un système capitaliste qui ne respecte pas les gens, qui ne respecte pas la nature, et qui fait que dans cette région-là, toute cette richesse, c'est une malédiction pour la population qui est là-bas. Et donc voilà, mais il faut savoir que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui nous pend au nez. Hein. Si nous, on continue comme ça à ne plus défendre nos valeurs et ne plus défendre la civilisation. Alors pour tenter, je dis bien tenter, de ramener un peu d'ordre, on en a parlé tout à l'heure, les Nations Unies ont déployé une immense force qui est baptisée la MONUSCO. La MONUSCO, elle est quand même déployée depuis plus de 23 ans sur place. On va en parler à nouveau au siège de l'ONU avec Carrie Naughton à New York. Carrie, 23 ans, ça fait un bail, hein ? Ça fait un bail. La MONUSCO, c'est maintenant 17 000 casques bleus, 1500 policiers, un budget, Nathalie, de plus d'1 milliard de dollars. C'est l'une des missions de maintien de la paix les plus coûteuses de l'ONU, avec celle déployée au Mali. Et puis, si la brigade d'intervention rapide de l'ONU est plutôt appréciée au Congo, eh bien la MONUSCO, elle, est fortement critiquée, tout simplement parce que sa mission, c'était de protéger les populations, et c'est vu comme un échec. Hein. Les casques bleus sont jugés trop passifs lorsque les massacres se déroulent à quelques centaines de mètres seulement de leur quartier. Et donc, elle est devenue, la MONUSCO, si vous voulez, la cible des critiques des Congolais qui l'ont attaquée à plusieurs reprises. Alors, ça a commencé en 2019 récemment, et puis ça a continué tout cet été. Et si vous voulez, entre ce budget coûteux et ce manque de résultats, eh bien, la communauté internationale hésite à investir plus. L'ONU elle-même, il y a quelques semaines, a dit qu'elle n'avait pas suffisamment de moyens pour contrer la résurgence du M23. Et ça, c'était l'excuse parfaite pour Kinshasa pour pousser la MONUSCO en dehors du pays. Félix Tshisekedi a annoncé un retrait de la MONUSCO total en 2024, après les élections de l'an prochain. Tout cela est pourtant encore en négociation avec New York, tout simplement parce que la communauté internationale a un petit peu peur que ça ait un effet déstabilisateur. Et puis, soyons honnêtes, cela aussi enlèverait un regard international qui est pour l'instant encore à l'intérieur du pays. Alors, en tout cas, mis à part toutes ces critiques, eh bien, la MONUSCO, elle se défend d'être totalement inutile. Il y a l'angle humanitaire, puisque les casques bleus apportent un soutien logistique aux ONG qui gèrent 5 millions de réfugiés. Et puis, je vous propose d'écouter Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, qui, elle, se défend que sa force est totalement inutile. Nous, en travaillant avec l'armée, notre appui, on a plusieurs outils en termes d'accompagnement. Et notamment, on travaille non seulement avec notre bureau conjoint des droits de l'homme, mais aussi notre section composante justice pour accompagner donc la justice militaire. Et d'ailleurs, par rapport à la justice militaire, même si ça semble être encore des résultats qui, au vu de la magnitude des problèmes, semblent petits, ça n'est pas petit lorsqu'on commence à avoir des progrès devant des situations qui, pendant très très longtemps, il n'y a rien eu. Juste pour vous donner un exemple, au premier semestre 2022, nous avons 41 officiers donc, de la FARDC qui ont été sanctionnés, 12 de la police nationale congolaise, mais aussi 102 de groupes armés qui ont été condamnés sur les questions de violation des droits de l'homme, et ça avec l'appui de la mission. Voilà pour ce bilan tout récent de l'action de la mission. C'est beaucoup, si on entend Bintou Keïta, et peu à la fois. Y aurait-il d'ailleurs un humanisme à géométrie variable? Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux du docteur Mukwege. Regardez, voilà comment il compare deux situations, deux pays en proie à la guerre. Je pense qu'on ne peut pas continuer avec cet humanisme à géométrie variable. Une situation qui est grave, qui est considérée comme grave en Europe, entraînant de réactions, non seulement des sanctions, mais également
des soutiens à l'Ukraine, et moi je soutiens ça, je suis tout à fait d'accord que c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire lorsqu'il y a une agression, mais il faut que ça soit juste, que ça puisse se passer partout quand ça arrive, quel que soit le point de la planète où ça arrive, que le monde ait la même réaction. Sinon, je crois qu'on se sent discriminé, abandonné, et là, ça pose beaucoup de questions par rapport à un monde équitable que nous pensons pouvoir construire, où il ferait bon vivre. Benoît Feith, nous, les médias au sens large, avons-nous aussi un rôle, une responsabilité ? Je pense qu'il faut répondre par oui à cette question, Nathalie. Tout d'abord, il faut être de bon compte. Il y a des problèmes objectifs en tant que journaliste quand on est ici dans les pays occidentaux pour couvrir ce conflit. Tout d'abord, c'est l'accès au terrain. Alors, on a cité tout à l'heure les provinces dans lesquelles la plupart des massacres se déroulent aujourd'hui, l'Ituri et le Nord Kivu, qui sont des provinces qui ont été placées en état de siège, donc très difficile d'accès pour les journalistes. Il y a moyen d'y aller, mais il faut négocier très longuement l'accès au territoire. Et puis, il faut le dire aussi, on le négocie désormais très chèrement parce que le prix des accréditations ont largement augmenté en RDC ces derniers temps. À côté de ça, il y a aussi des problèmes liés à l'enclavement, à l'isolement de ces régions où on circule très difficilement sur les routes. Ces routes sont évidemment dangereuses, elles sont truffées de miliciens. Il n'y a pas de couverture Wi-Fi, 4G facile. Donc, évidemment, pour travailler, nous, dans les conditions dans lesquelles on travaille habituellement, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi la nature du conflit qui est peut-être plus difficile à expliquer pour le grand public, plus difficile à expliquer que le conflit en Ukraine, où on est là dans une guerre, on va dire, de type classique, avec un agresseur, un agressé. Ici, en RDC, c'est plus complexe. Il y a des centaines de groupes armés qui circulent. Certains sont soutenus par des pays étrangers, d'autres sont issus de rébellions internes à ces provinces, d'autres exactions sont encore liées à la présence de l'armée. Ça ne s'explique pas très facilement en 2 minutes, qui est finalement le canevas habituel avec lequel les médias généralistes doivent rendre compte de ce type de ces situations. Il y a encore un autre problème, c'est l'essoufflement. Et là, la RTBF, notamment, a fort couvert la chute de Mobutu il y a 25 ans, l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila. Et puis, la deuxième guerre du Congo est intervenue à partir d'août 98. Et puis là, on a vu un enlisement de ce conflit qui a probablement essoufflé les médias, qui a probablement essoufflé une partie du public. L'intérêt de la population. Oui. Exactement. Et donc, à partir de là, on s'est peut-être un petit peu désintéressé de cette situation qui, en s'en désintéressant, devenait de plus en plus complexe à expliquer parce que les gens n'ont plus les antécédents. Et puis, pour être de bon compte, Nathalie, il y a aussi un critère de sélection d'information qui est typique des médias, c'est ce qu'on appelle le critère de proximité. Ce critère de proximité sous-entend qu'on est plus facilement ému par des gens qui nous semblent plus proches. Et là, évidemment, il y a peut-être aussi un biais, malheureusement, d'ordre psychologique qui fait que le Congo nous paraît lointain. Mais ce soir, nous sommes effectivement en train de prouver que ce n'est pas forcément le cas. Oui, ce soir, on est très proche. Merci, Benoît. Sylvie Sarolea, ce 2 poids, 2 mesures, vous le voyez aussi par rapport aux voisins, le Rwanda, avec qui, on le rappelle, c'est méchamment conflictuel. Oui, c'est conflictuel sur le plan diplomatique, c'est conflictuel sur le plan géopolitique, mais il faut savoir quand même que ces populations se mélangent, circulent autour de la frontière, les travailleurs vont, viennent, vivent les uns chez les autres, les écoles collaborent, les artistes collaborent, les universités collaborent. Il y a là une nouvelle génération qui est très attentive à l'existence d'un dialogue, même si ce dialogue ne doit pas être un couvercle sur la casserole à pression, un dialogue ouvert. Mais la population civile que l'on rencontre à l'est du Congo vient souvent, parce qu'ils circulent, ils savent qu'il y a à Kigali un mémorial du génocide, et ils disent « et nous, notre mémorial est où ?» Alors avec les petits moyens du bord, ils font leur mémorial, c'est-à-dire ils travaillent avec les artistes, ça peut être une sculpture, ça peut être une peinture, et surtout, comme ils ne veulent pas être oubliés, ils tiennent à consigner les récits. Alors parfois dans les langues locales et puis parfois par l'oralité. Mais le risque est évidemment que les choses se perdent. Alors pour le moment, l'attitude de cette population civile très dynamique, cette société civile montre que cela ne se perd pas, d'autant que le conflit et les exactions continuent. Mais à un moment, c'est une population qui aura besoin, outre la justice, d'un mémorial pour pouvoir penser ses plaies, dire les morts, dire leur nom et se tourner vers l'avenir plus sereinement. Et je vois Guy Bernard Cadière qui fait oui de la tête. Vous voyez aussi des différences et vous leur donnez une explication qui est également temporelle parce que ça fait longtemps ces guerres. Oui, ce génocide, il n'est pas spectaculaire. C'est un génocide soft qui s'est dilué dans le temps et dans la géographie. C'est une grande région, hein, l'Est du Congo, je veux dire, par exemple, comparé au Rwanda. Et donc, ça fait depuis maintenant 25 ans. Alors, le viol, donc,
utilisé comme arme de guerre, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il détruit l'appareil génital. Nous, on passe son temps à réparer un rectum, un vagin, une vessie. Et évidemment, quand on détruit les organes génitaux, il n'y a pas de reproduction. Donc, forme de génocide. Deuxièmement, il y a les contaminations par le VIH, donc le sida. Et là, cette population n'a pas le même accès que nous aux médicaments et elle meurt de sida. À cet endroit-là, dans cette région, on meurt du sida. Donc, ça, c'est un génocide comme ça, vertical, où il n'y aura pas de reproduction. Donc, il y aura une réduction démographique. Et alors aussi, horizontalement, il y a les maladies sexuellement transmissibles qui diminuent aussi la fertilité. Et donc, tout ça a finalement un impact qui n'est pas nécessairement spectaculaire et brutal, mais qui entraîne des victimes collatéraux. Et donc, ce sont c'est un génocide parfois direct et parfois indirect. Et donc, c'est très compliqué d'appréhender ça, surtout si on empêche, comme dit Thierry Michel, la possibilité d'avoir des mémorials à certains endroits et qu'on vide les charniers de leurs ossements. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être que les médias, de temps en temps... oui, comme Benoît l'expliquait, prennent un peu de la distance malgré tout. Je vous propose quand même Allez, on va parler, même si les constats sont là, de parler espoir, avenir, reconstruction. Et là, Marie-Daune, je me retourne à nouveau vers vous. Vous vous sentez aujourd'hui investi d'une mission pour ramener force et espoir, comme je le disais, dans la communauté congolaise? Oui, c'est tout ce qu'il nous reste, parce que j'ai entendu les histoires d'avant aussi, post-colonialiste par ma mère. Et ce cycle, cette spirale continue, mais une spirale vers le bas. J'ai aimé ce que vous avez dit sur les actions que certains locaux prennent. Et sur place comme la maison Dorcas, qui est une extension de l'hôpital Panzi, qui font un travail extraordinaire. Vous-même, vous allez passer à l'action avec ce feu qui est en vous, le feu de l'artiste. Vous avez quelque chose à communiquer là-bas, sur place? Oui, moi je pense que par la culture, par l'exemplarité, le chant, par l'art tout simplement, il est possible d'ouvrir l'imaginaire des gens locaux, d'imaginer un espoir, d'imaginer une vie prospère, d'imaginer un futur. Le travail que j'ai fait en juillet avec les jeunes filles, les survivantes, elles avaient 14 ans, des mamans malgré elles, et elle me demandait, on va parler encore de notre passé. Je dis non, je suis là, moi, pour la réinsertion socio-économique. Parlons d'un avenir, imaginons un avenir. Et j'ai utilisé les chants que ma mère m'a appris, l'héritage que j'ai eu de ma grand-mère et tout, ces chants qui sont là pour encourager, pour redonner de l'espoir. C'est un outil qu'elles peuvent utiliser quand elles sont isolées, quand elles sont seules, à l'intérieur d'elles, qu'ils peuvent se redonner. Une force à aller puiser. Voilà. Thierry Michel, quand vous entendez cela, bon, le constat, on le voit dans votre film, il est terrible, mais vous espérez faire changer les choses. Le réalisateur peut faire changer les choses là où le politique fait un peu défaut finalement. Le réalisateur, je ne sais pas. Le film, je pense, il interpelle durement. Partout où il est présenté. Je viens de faire une tournée au Congo, dans plusieurs villes. C'est des milliers de gens, des amphithéâtres universitaires qui étaient pleins de jeunes étudiants. Donc voilà. Là, il y a une prise de conscience, il y a une volonté de dire plus jamais ça, et nous serons les acteurs de ce changement. Donc ça, c'est déjà une chose formidable. Maintenant, il y a aussi des réticences. Ce film aurait dû être présenté, c'était le souhait avec le docteur Mukwege de faire la première mondiale aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme de Genève. On se dit, un film sur 25 années de violation des droits de l'homme pourrait quand même être présenté dans l'enceinte des Nations Unies, où la question centrale est ces violations de droits de l'homme. Eh bien, ça a été impossible et ce l'est toujours aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Ça a été bloqué par tout le monde. Ça a été bloqué par tous les pays, la Belgique incluse. Michelle Bachelet, la haute représentante, la commissaire aux droits de l'homme incluse. J'ai fait le forcing. Mais oui, jusqu'à la Suède, Luxembourg, etc. J'ai vu le nombre de pays qui auraient pu l'inscrire à l'agenda qui ne l'ont pas fait, le Congo non plus. Donc pourquoi ce film ne peut pas être présenté là? C'est-à-dire que là, on voit la limite où la vérité ne peut pas se dire, parce que ce film n'est que des faits, des témoignages et des archives. Jean-Jacques Wando. C'est une vérité qui doit percer tous les murs et tous les verrous possibles et imaginables. Jean-Jacques Wando, c'est le problème au Congo, la vérité ne peut pas se dire, c'est l'empire du silence. Mais au Congo, ça s'est dit. La vérité ne peut pas se dire dans certains cercles où cette vérité dérange, où par exemple aujourd'hui Thierry Michel fait l'objet des procès par rapport à son film dont on dit que c'est un plagiat.
Voilà. Donc, ça, c'est encore une question, mais sur le fond du film. Sur le fond du film, je pense... Ça vient trop secouer les choses. Ça secoue les choses et moi, je pense que ça vaut la peine que ça soit produit et ça soit présenté parce que ça peut... entraîner toute une mobilisation et accompagner aussi les actions qui sont faites sur le terrain, notamment tous les plaidoyers menés par le docteur Mukwege. Moi, je pense que ces films tombent au bon moment, qui peut susciter un certain engouement, une interpellation aussi, pas seulement au niveau du Congo, mais aussi de la communauté internationale, pour regarder de face ou en face la situation que vivent les Congolaises et les Congolais. Vous dites tombe au bon moment, je vous en prie. Je voulais dire une petite chose. Oui, d'ailleurs, avec le docteur Mukwege, on fait ce plaidoyer internationalement, on fait une tournée aux États-Unis. Mais je vais dire une petite chose par rapport à tout ce qu'on a dit. Ce pays est un pays fabuleux, il faut quand même le dire. Fabuleux par son paysage. Il a après la forêt amazonienne qui rétrécit chaque année, il a ce poumon vert de l'humanité qui garantit notre survie. Il a ce fleuve qui a une puissance hydraulique phénoménal, deuxième de l'humanité aussi, et qui peut donner de l'électricité à toute l'Afrique. Il s'inscrit dans notre avenir, ce pays, clairement. Mais c'est un pays qui est sur l'équateur. On peut faire 3 récoltes par an. Donc au niveau agricole, il y a un potentiel énorme. On ne parle pas des minerais, on en a parlé ici, évidemment. C'est un coffre-fort de l'humanité, des minerais stratégiques. Et il y a une jeunesse exponentielle. Il y a tout pour en faire un grand dragon, un pays qui devrait être un pays de référence de l'Afrique. Donc il peut l'être, mais il faut éradiquer l'impunité, la criminalité et la prédation dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, qui est un cancer généralisé au Congo. Et il y a, quand on regarde vers l'avenir, des élections aussi en perspective. Benoît Fait, élections démocratiques prévues en théorie fin 2023. Le docteur Mukwege, on en a tous parlé, on l'a vu, on l'a entendu, il aura un rôle à jouer. Tout ce qu'on sait pour l'instant, Nathalie, c'est qu'il y a une rumeur qui circule, qui annonce une éventuelle candidature du docteur Mukwege au présidentiel de 2023. Mais pour être de bon compte, l'intéressé lui-même ne s'est jamais exprimé publiquement sur cette question. Cette rumeur part en fait d'un appel qui a été lancé par plusieurs intellectuels congolais, des professeurs d'université, des membres de la société civile, qui demandent au docteur Mukwege de se lancer dans cette course à la présidence. Mais comme je vous le disais, lui n'a toujours pas répondu à cette question. Ce qu'on sait par contre, c'est que le docteur Mukwege circule, sillonne le monde, il organise des conférences. Et dans ces conférences, il parle de beaucoup de choses. Il parle notamment d'une volonté de réformer la justice, de réformer l'armée, la fin de l'impunité, le respect de l'intégrité territoriale. Il dénonce également évidemment les richesses, les pillages des richesses du pays. Et il plaide pour la fin de la corruption et le renforcement de la démocratie, de l'état de droit au Congo. Tout ça, ça pourrait faire l'objet d'un très beau programme. Mais pour l'instant, le docteur Mukwege ne s'est absolument pas prononcé sur cette question. Tout ce que je peux vous dire en guise de conclusion de la rencontre que j'ai eue avec lui, c'est qu'il y a un point sur lequel il est revenu constamment, c'est qu'il est peiné de voir son pays s'enfoncer dans le chaos, dans l'indifférence quasi généralisée de la communauté internationale. Je vais poser une question piège à un de mes invités. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Professeur Kadière, vous êtes en contact régulier avec le docteur Mukwege. Vous le voyez président et d'abord le voyez-vous candidat et lui se voit-il candidat? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Écoutez, ça, c'est une question qu'il faut poser au docteur On a essayé, Mukwege. je vous l'avoue. Non, vous devez poser cette question, docteur Mukwege. Ce n'est pas vous qui me le direz ce soir. Merci en tout cas, vous m'excuserez pour cette question. On parle du docteur Mukwege, mais c'est lui qui aura le mot de la fin. Docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, un homme qui, vous allez le voir, a malgré tout foi en l'avenir justement et il voit des solutions. On l'écoute. Moi, je crois en l'homme, je crois en la bonté de l'homme et je pense que quand je vois ce qui se passe, ça fait très, très, très mal. Parce que je suis convaincu qu'il y a des solutions. On peut partager les richesses. On peut faire des bénéfices sans verser du sang, sans faire souffrir les enfants, sans transformer les corps des femmes en champ de bataille. Et il est vrai que c'est parfois incompréhensible que le choix soit fait, que ce soit le mauvais choix d'imposer la souffrance aux autres, que ce soit les choix à qui est fait. Et pourtant, on peut choisir de faire aussi le bien. Et pourquoi on ne choisit pas de faire le bien? C'est une grande interrogation pour moi.
Une immense interrogation qui nous concerne tous. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Une note d'espoir, encore une, pour terminer cette émission. C'est avec la voix d'une de nos invitées, Zap Mama. C'est un extrait d'un nouveau titre que vous interprétez avec des jeunes filles de Bukavu. Le titre, c'est Au fait, c'est Untouchable, c'est I touch the ball, oui. C'est Untouchable. J'ai fait un jeu de mots. Un jeu de mots, oui. Ces femmes, ces jeunes filles avec qui j'ai travaillé, que j'ai enregistré, j'ai retravaillé le morceau justement pour que leur voix puisse être entendue dans le monde international. Voilà, une voix pour faire entendre des voix. Merci à vous, Zap Mama, merci à vous tous. Très belle soirée. On se quitte donc avec cette voix de Zap Mama. My vision, heaven speaks for